Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV à la une de l'actualité. Un enregistrement audio du procureur de Dixine, Sidi Souleymane Ndiaye, fait jaser la cité. Il y avoue clairement avoir reçu des ordres de l'ancien président Alpha Condé pour arrêter et emprisonner certains de ses opposants. Plusieurs prisonniers du pays viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Une annonce faite hier lundi à travers un décret. Témoignage dans cette édition au micro d'Aminata Massiri Bangora. Et puis les enseignants ont célébré leur journée mondiale ce mardi. Une occasion mise à profit pour réfléchir sur les conditions de vie et de travail des acteurs du secteur. C'est un sujet qui fait la une des médias depuis ce matin. Dans un enregistrement audio, le procureur de Dixine, Sidi Souleymane Ndiaye, avoue clairement avoir reçu des ordres de l'ancien président Alpha Condé pour faire arrêter et emprisonner certains de ses opposants, notamment Oumar Silla alias Fonike Mengue, qui était considéré comme un obstacle pour le régime Condé. Le procureur a préféré accepter d'être au service d'Alpha Condé que de dire le droit selon son audio. Décryptage, Justin Leno. Sidi Souleymane Ndiaye, l'intouchable procureur du tribunal de première instance de Dixine. Dans ses fonctions sous l'ère Condé, jamais il n'a été docile ni souriant. Aujourd'hui, la raison est peut-être connue de tous. Sidi Souleymane Ndiaye était l'un de ceux qui étaient inféodés à jamais au régime de l'ancien président Alpha Condé. Dans un enregistrement audio, le procureur explique comment le dossier Oumar Silla, alias Fonike Mengue, responsable chargé de la mobilisation du FNDC, farouchement opposé au changement constitutionnel et au troisième mandat, a été monté de toutes pièces. Sidi Souleymane Ndiaye explique qu'il a reçu des instructions de la présidence de culpabiliser Oumar Silla, car selon Alpha Condé, c'était un obstacle à son fameux projet de troisième mandat. Qualifié de plus grand mobilisateur du Front National pour la défense de la Constitution, plus puissant que Sékou Koundono ou encore Abdourahmane Sano, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, reste dans la liste des prisonniers politiques guinéens, et c'est là grâce à la complicité d'un procureur, Sidi Souleymane Ndiaye, qui a préféré être au service d'un homme, Alpha Condé. Heureusement que Oumar Silla a été libéré grâce au colonel Mamadi Doumbouya, mais Sidi Souleymane Ndiaye doit-il répondre de ses actes? Seul l'avenir nous le dira. Et je vous l'annoncer, plusieurs prisonniers du pays viennent de bénéficier de la grâce du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. L'annonce a été faite ce lundi à travers un décret lu sur les médias d'État. Au lendemain donc de cette annonce, ces détenus ont effectivement recouvré leur liberté. Témoignage émouvant dans ce reportage signé Aminata Massiri Bangora et Yacouba Traoré. Le nouvel homme fort du pays, à peine arrivé depuis un mois au pouvoir, multiplie les actions qui rassurent le peuple de Guinée. Après avoir accordé sa grâce présidentielle dès sa prise du pouvoir à plusieurs détenus politiques, ce mardi, une centaine de détenus qui étaient condamnés pour diverses infractions a aussi bénéficié de la grâce du CNRD sur toute l'étendue du territoire. À la maison centrale de Conakry, la tristesse, la joie et la consternation se lisaient sur le visage des prisonniers. Et je remercie le bon Dieu d'avoir me donné la chance pour m'en sortir dans cette prison, quelle que soit la souffrance. On lui remercie. Il n'est plus le colonel en tant qu'aujourd'hui, il est maréchal de ma Guinée. Oui, avec ce nouveau gouvernement-là, on a pu s'en sortir et je me suis retrouvé dans la grâce. Chez les avocats également, c'est une immense joie de voir leurs clients en liberté. Par contre, ils plaident aussi la libération de d'autres prisonniers, notamment colonel Mamadou Alpha-Bari et AOB. Ce dernier, il faut le rappeler, a fait 12 ans en détention. Aujourd'hui encore, c'est un sentiment de satisfaction, de soulagement. C'est comme si vous m'aviez enlevé dans l'enfer, vous mettez dans le paradis. Parce que j'ai des clients qui ont mis du temps ici. Une fois de plus, nous remercions les autorités qui ont accepté de remettre leur peine.
nous demandons pardon. Nous sommes des demandeurs de justice, nous demandons pardon pour que le commandant AOB soit libéré, Jean-Guy Lavogui et le colonel Mamadou Alpha Barry. Ce sont des libérations qui sont vraiment attendues par nos concitoyens. La prison en Guinée, c'est une autre réalité. C'est pourquoi cette dame plaide aussi la libération de ses pères. Les femmes souffrent énormément en prison. Nous souffrons beaucoup. C'est pourquoi je plaide aussi la libération de mes amis. Ces détenus affirment avoir surmonté de nombreuses épreuves en prison. La liberté et la justice restent leur aspiration du moment. Ces cris de cœur seront-ils entendus par le CNRD? Bien Malin saura répondre à cette question. L'autre info majeure en bref, la journée a été longue pour les directeurs administratifs et financiers ainsi que des régies financières. Ils sont convoqués par le CNRD. La rencontre se déroule à huis clos. Cependant, plusieurs informations non vérifiées indiquent que leurs passeports ont été saisis. Dans l'après-midi de ce mardi, on apprend également que les services administratifs et financiers et les contrôleurs financiers sont sur les lieux. Des informations difficiles à vérifier car aucune équipe de reportage n'est autorisé à accéder dans l'enceinte. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. La journée mondiale des enseignants a été célébrée ce 5 octobre à travers le monde entier. En Guinée, le syndicat national de l'éducation en a profité pour faire une réflexion sur les conditions de vie et de travail des acteurs du système éducatif. Bernard Koundouno et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », la journée mondiale des enseignants a été célébrée ce 5 octobre à Conakry. Comme plusieurs autres structures syndicales, le syndicat national de l'éducation fait de la date une journée de réflexion sur les conditions de vie et de travail des enseignants. La célébration a connu la présence de plusieurs acteurs de l'éducation pour échanger sur la situation actuelle du secteur. Chers enseignants et enseignantes de Guinée, c'est dans un contexte de précarité et de dévalorisation du statut social de l'enseignant que nous célébrons cette journée mémorielle, contexte caractérisé par une pénurie chronique d'enseignants dans nos concessions scolaires, professionnelles et universitaires. Plus de 18 000 déficits d'enseignants au pré-universitaire, alors que 25 000 enseignants ont été recrutés entre 2011 et 2018. Si la journée est célébrée, elle est aussi une occasion pour ces enseignants de fustiger le comportement de certains de leurs collègues qui se livrent à des pratiques qui nuisent à leur profession. Michel Pépé Balamou se réjouit de la bonne collaboration des différentes structures syndicales pour l'élaboration d'un mémorandum à la demande des nouvelles autorités du pays. Nous invitons les nouvelles autorités du pays à faire de l'éducation la boussole qui orientera le rassemblement pour le développement politique, social de la Guinée. Les femmes occupent une place importante dans l'éducation des enfants. Fortement représentées à la cérémonie, elles plaident pour leur forte représentativité dans les instances de prise de décision. Dans toutes les instances, on doit prendre en compte les décisions des femmes, faire intervenir les femmes dans tous les domaines. La journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année. Elle a pour but de sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. C'est le 26e anniversaire de la Journée internationale des enseignants et cette fête n'a pas laissé de marbre les syndicalistes de la FSPE, Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Célébrés séparément pour des raisons sanitaires, les syndicalistes de l'éducation ont mis l'occasion à profit pour rappeler les primes d'initiation, la hausse de l'indice salarial et le cas des retraités Djibril Ba et Alseni Kamara. C'est en 1966 que l'UNESCO pense à la condition du personnel enseignant et fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants. Tenant compte de ces préoccupations, l'institution onusienne consacre officiellement le 5 octobre 1994 à la célébration de la journée de l'enseignant.
La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation considère cette journée spéciale et saisit donc l'opportunité pour parler de la situation de l'enseignant guinéen. Premièrement, c'est parce que la prime d'incitation qui a été accordée aux enseignants, il y a un groupe qui bénéficie, un groupe ne bénéficie pas. Je veux parler bien évidemment l'encadrement scolaire. Alors aujourd'hui, nous avons connu aussi l'augmentation du prix du carburant. Ça fait deux fois le carburant, le prix s'augmente sans mesure d'accompagnement. Et aujourd'hui, l'article 100 du statut particulier de l'enseignant stipule que, n'est-ce pas, lorsque la vie est chère, nous devrons mettre, n'est-ce pas, le salaire, les primes et indemnités en conformité avec les réalités, le coût de la vie. L'enseignant guinéen est confronté à de nombreuses difficultés, d'où l'appel des religieux pour formuler des prières afin que les nouvelles autorités accordent une attention sur le système éducatif. Cet appel s'oriente surtout à sa qualification. Puisqu'on parle que les enseignants sont mal formés, mais le syndicat n'a pas besoin de dire au gouvernement de former les enseignants. L'éducation est un pilier essentiel pour le développement d'une nation. Il faut prioriser ce domaine selon cet enseignant. En Guinée, l'enseignement est toujours relevé au second plan. Alors que dans les autres pays, si vous voyez, c'est l'éducation qui fait l'affaire. Parce qu'on a tout dans notre pays ici, sauf l'essentiel qui est l'enseignant. Et si l'enseignement est négligé dans le pays, c'est les futures générations qui sont sacrifiées, qui sont en ruine. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, un thème évocateur. Les professionnels sont donc plus que jamais déterminés à répondre par des politiques plus efficaces et prometteuses aux conséquences d'une pandémie qui sévit depuis près de 2 ans. En Guinée, au-delà de l'acquisition de 2 contrats de construction de routes, le groupe Ebomaf a aussi obtenu récemment l'autorisation d'évoluer dans le domaine minier. Est-ce que l'entreprise burkinabé a réellement démarré les prospections sur le terrain dans le but d'exploiter plus tard les richesses de la Guinée? Élément de réponse avec Malik Sangena Kamara et Ibrahima Awal Kamara. La Guinée, riche en ressources du sous-sol, a toujours fait la convoitise des investisseurs étrangers. La largesse de l'État guinéen leur donnait la chance aussi d'obtenir facilement des documents qu'il faut pour explorer puis exploiter les zones minières du pays. Le groupe Ebomaf, présent en Guinée pour construire les routes Kankan-Mandiana, Kankan-Kissidougou, a profité de se doter de 2 permis d'exploration dans la région minière de Kankan. Je reconnais que Ebomaf est détenteur de 2 permis d'explorer dans 2 zones de Kankan. Mais ce ne sont que des permis d'explorer. Et ces permis d'explorer, Ebomaf n'a pas mis pied là-bas. Le PDG d'entreprise Mohamedou Bonkungu et fils Ebomaf rassure qu'il n'a jamais entrepris d'activité sur le terrain après l'obtention des permis d'explorer. D'ailleurs, il banalise ces documents et laisse le libre choix aux autorités guinéennes. Nous, on a oublié qu'on a des permis d'explorer là-bas. Et d'ailleurs, ça nous intéresse peu, ces permis d'explorer. Vous pouvez les annuler. J'ai fait face à la presse, les autorités n'ont qu'à les annuler. C'est le dernier de notre souci. Pour l'homme d'affaires burkinabé, les journalistes guinéens devraient plutôt parler des pertes que son entreprise a enregistrées sur le sol guinéen suite à la résiliation unilatérale de ses contrats de construction de routes. À un engagement contractuel, comme Kankan-Mandiana a le droit de le remettre unilatéralement en cause. Un État dit de droit. Est-ce qu'un État qui souscrit à un engagement comme Kankan-Kissidougou, un État dit de droit, a le droit de le remettre unilatéralement en cause, même si ils l'ont divisé en 2 marchés, soi-disant transferme et transconditionnel? Où en sommes-nous avec la transconditionnelle après l'exécution de la transferme? Pourquoi ont-ils refusé de l'activer? Donc c'est une remise en cause unilatérale des contrats signés entre une société privée et un État dit de droit. À en croire à Bonkungu, Ebomaf a perdu 100 millions d'euros dans les travaux en Guinée alors que l'État n'aurait pas respecté ses engagements.
Tout autre sujet dans cette édition. Créé depuis 50 ans, le centre d'orthopédie de Guinée est aujourd'hui dans un état délabré. Pourtant, il a bénéficié d'un projet de réalisation et réhabilitation des différents services en 2013. 8 ans après la pose de la première pierre, les travaux peinent à être achevés. Toutefois, les entreprises en charge des travaux ont reçu les premiers financements. La direction générale du centre appelle à l'appui des autorités pour sauver l'unique centre national d'orthopédie de Guinée. Suivez. Le délai d'exécution des travaux était à 18 mois. 8 ans après la pose de la première pierre, il traîne encore. Pour la rapidité et le respect du délai, le gouvernement guinéen d'alors a octroyé le marché à 2 entreprises. Savané et Frères est en charge de la réalisation du bloc principal qui doit abriter plusieurs services du centre d'orthopédie. Ces 2 autres bâtiments composés du logement des travailleurs et le centre de kinésithérapie sont confiés à l'entreprise de construction ECC Guinée. Même avec les premiers financements qui s'élèvent à hauteur de 19 milliards de francs guinéens, les 2 entreprises en charge des travaux peinent à achever un seul bâtiment. Aucun lot n'est achevé, puisque le lot 2, c'est seulement le service de kinésithérapie. Mais au jour d'aujourd'hui, le bâtiment est fini, il s'est peint, ce n'est que la connexion de l'eau et de l'électricité qui reste. Mais il le reste encore, parce que les bâtiments qui doivent loger, où doivent loger les travailleurs sont construits, mais ils ne sont pas achevés. Bon. Et la cour n'est pas aménagée. Donc c'est dire que ce n'est pas fini. Depuis sa création en 1972, le centre d'orthopédie n'a jamais bénéficié de rénovation. Et le vieux bâtiment qui abrite les différents services devient de plus en plus vétuste. Pourtant, plusieurs personnes à mobilité réduite se réfèrent à ce centre. Pour le sauver, la directrice générale et son équipe ne comptent que sur les autorités. Bon, l'appel que je vais lancer aux autorités, c'est de vraiment nous aider afin que ce bâtiment-là finisse. Si c'est fini, c'est un honneur pour le pays. La vétusté de ce bâtiment ne favorise pas les bonnes conditions de travail des orthopédistes. Nous avons des difficultés en ce qui concerne, vous-même vous avez vu la présentation du local. Voilà, la présentation du centre, je voulais dire. Cette présentation, vous-même vous avez vu. On ne devrait pas être dans cette salle là où nous sommes maintenant là. Parce que depuis 2013, il y a eu la pose de la première pierre pour la reconstruction du Centre national d'orthopédie. Nous qui sommes les travailleurs, franchement, on est dans les difficultés. À côté de la lenteur des travaux de réhabilitation, le centre d'orthopédie de Guinée rencontre assez de difficultés dans l'obtention des matières premières. Des difficultés auxquelles s'ajoute le vieillissement de son personnel et le manque de formation adéquate des techniciens du centre. Le reportage d'Ali Badara Camara. Vous le savez, sans doute, les plateformes Facebook, WhatsApp et Instagram ont été coupées dans plusieurs pays hier lundi. Une situation qui, selon le propriétaire, est liée au changement de configuration dans le serveur. Cette situation ne laisse pas indifférent le président d'Ablogui et d'autres utilisateurs de ces plateformes. Il dénonce les conséquences liées à cette coupure et invite les citoyens à diversifier les plateformes. Maria Fodé Camara et Ibrahim Sori Camara pour le reportage. Le flou et l'incertitude auront duré plus de 6 heures pour Facebook et des millions de personnes à travers le monde. Le réseau social, ainsi qu'Instagram, son application de partage de photos, WhatsApp et Messenger, ces applications de messagerie sont revenues en ligne dans la nuit du lundi après une panne. Pendant plus de 6 heures, l'accès à ces plateformes est resté impossible. La société explique la situation par le changement de configuration dans le serveur. Une situation triste pour les utilisateurs. Effectivement, cela quand même est un tout petit peu triste quand on se met un peu dans la peau d'un ensemble de toutes ces personnes-là qui vivent
de ces outils-là, mais aussi qui communiquent avec leur famille à partir de ces outils-là, y compris nous d'ailleurs, des blogueurs. Nous produisons du contenu sur les réseaux sociaux et nous essayons de le mettre en valeur. Et oui, c'est un désagrément énorme qui a été porté non seulement à des gens comme nous, mais aussi à d'autres. Ce citoyen se dit choqué de cette coupure momentanée. D'un seul coup, j'ai essayé la connexion, mais ça n'allait pas. Je me suis rendu compte, vraiment, j'ai reçu le message d'Orange Guinée m'informant que c'est un cas mondial. De là, j'étais un peu choqué parce que je ne peux pas du tout vivre sans Facebook actuellement. Puisque nous, c'est de là-bas où on relate les informations, c'est de là-bas où on collecte les informations aussi. Ça nous a choqués. Des fuites des données sensibles pourraient se produire puisqu'il n'y a pas de risque zéro. Le président de l'association des blogueurs de Guinée propose. Ce qui est arrivé, c'est que Facebook s'est inscrit dans une logique de monopole ces derniers temps. Et c'était avant Facebook seulement et Messenger. Ils ont racheté WhatsApp, ils ont racheté Instagram. Et donc, c'est un ensemble d'applications qui sont interliées. Et dès lors qu'il y a une coupure quelque part, tout le monde est affecté. Et donc, c'est de vraiment, en tant que citoyen, de diversifier nos canaux de communication, d'aller sur d'autres plateformes comme Twitter. La coupure de ces plateformes aurait coûté plus de 900 millions de dollars à l'économie mondiale. Et voilà, ce journal s'achève. Il a été réalisé par Fatmata Bintabari. Merci pour l'attention. L'info revient à 22h avec Philomène Bangoura. Bonne soirée chez vous. Thank you.